Dans cette vidéo, nous allons parler de la lumière et des ondes électromagnétiques. Nous allons commencer par un aperçu historique dans lequel nous présenterons comment les physiciens et philosophes ont discuté et essayé de déterminer la nature de la lumière, tout en évoquant la controverse qui a accompagné toutes ces réflexions ou toutes ces discussions. Nous allons donner ensuite la forme mathématique de ces ondes en les considérant comme étant des vibrations, et nous allons discuter leurs propriétés, leur spectre, et nous allons aussi présenter quelques sources d'ondes électromagnétiques. La lumière a toujours impacté et façonné le quotidien de l'être humain. Elle a constitué son outil d'exploration des cavernes et a illuminé ses nuits et a prolongé aussi ses activités. À son tour, l'être humain, et depuis l'Antiquité, a voulu comprendre la nature de cette lumière qui est indispensable à sa vision. Il était aussi question d'expliquer la sensation visuelle, la vision et son mécanisme. On parlera bien sûr des explications avancées sur les significations physiques de la vision et non pas physiologiques. Les Grecs se sont intéressés à la vision depuis l'Antiquité. En fait, Démocrite et ses disciples ont émis ce qu'on appelle le modèle d'intromission ou le modèle de feu externe. Il consiste à dire que les objets envoient des particules vers l'œil et dès que ces particules atteignent l'œil, il y a la vision. En fait, à titre d'information, les Grecs considéraient que la matière est formée de 4 éléments essentiels qui sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc ces particules envoyées par les objets, c'est ce qu'on appelle le feu externe. Les antagonistes de ce modèle sont Euclide et Pythagore. Et c'est ce qu'on appelle le modèle de l'extramission ou le feu interne. Euclide et Pythagore considèrent que la vision se fait par l'envoi des particules par l'œil. C'est ce qu'on appelle le feu interne. Et dès que ces particules touchent l'objet, il va y avoir une vision. Il y a aussi un modèle qui a essayé de réconcilier ces deux schémas, et c'est Platon et Aristote, qui ont dit que les deux modèles, ils ont une part de vérité, et ils ont essayé de réconcilier ces modèles. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que la vision se fait par la communion du feu interne avec le feu externe. Et dès que ces deux particules se touchent, il y a le phénomène de vision. Le problème, c'est que tous ces modèles n'arrivent pas à expliquer l'absence de la vision à l'obscurité. En fait, si l'objet ou bien l'œil envoie des particules, il va les envoyer à l'obscurité et aussi sous éclairement. La question qui est restée sans réponse, pour quelle raison ne voyons-nous pas dans le noir? Et c'est vers l'an 1000 que Ibn al-Haytham, à travers des observations expérimentales dans des chambres noires, a déduit que la lumière, elle se propage en ligne droite, elle se réfléchit et elle se diffuse sur les objets. Il a ensuite déduit que la lumière se déplace en ligne droite. Il a introduit la notion de rayon, la notion de la flèche sur le rayon pour indiquer le sens de propagation. La deuxième observation, c'est que la lumière est émise par des sources primaires, telles que le soleil, le feu, les bougies, etc. Et la troisième réflexion, c'est qu'il y a aussi des sources secondaires, et ces sources secondaires sont les objets illuminés, et l'émission s'est faite par une réflexion et aussi par une diffusion de la lumière. Ensuite, il a conclu que pour la vision, l'œil n'est autre qu'un récepteur et elle capte les rayons réfléchis et diffus par les objets. Il a ensuite proposé le modèle suivant.
les rayons lumineux se réfléchissent sur les objets et ensuite les rayons réfléchis, lorsqu'ils atteignent l'œil, la lumière est donc le stimulus de la vie et c'est à travers une source de lumière que nous pouvons voir les objets. Et donc si à l'obscurité et en l'absence de cette source de lumière, il n'y a pas de rayon incident, il n'y a pas de rayon réfléchi, donc il n'y a pas de vision. Pour répondre à la question c'est la lumière, il a fallu donc comprendre c'est quoi la vision. Les Grecs ont introduit deux modèles, l'intromission, l'extramission, et aussi un troisième modèle de réconciliation entre les deux, qui considère toujours que la vision se fait à travers des particules. Ibn al-Haytham, vers l'an 1000, a montré que la lumière n'est autre qu'un rayon lumineux qui se réfléchit. Il est bien sûr issu d'une source primaire. Il se réfléchit sur les objets. Il se réfracte aussi lorsqu'il passe d'un milieu à un autre. Et que la vision se fait à travers cette réflexion. Lorsque les rayons réfléchis atteignent l'œil, il va y avoir une vision. Toutefois, il n'a pas statué sur la nature de cette lumière et il la considère toujours comme étant une particule. Maintenant, à l'ère de la Renaissance, vers le XVe siècle, les physiciens se sont posés une autre fois, quelle est la nature de ce rayon? Est-ce que c'est un feu externe? Est-ce que c'est un feu interne? Ou bien, est-ce que c'est une vibration? Pour mieux comprendre la nature de la lumière visible, et vers 1666, Newton a entrepris un certain nombre d'expériences. Bien sûr, tout en observant l'arc-en-ciel, il a essayé d'expliquer c'est quoi cet arc-en-ciel et c'est quoi la lumière blanche. Sur la photo, nous voyons le dispositif utilisé par Newton. Il est constitué essentiellement par un prisme. La dispersion de la lumière par le prisme a montré que la lumière blanche se décompose pratiquement en 7 couleurs, le rouge, l'orangé, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Bien sûr, Newton a ajouté l'indigo pour que ce nombre soit 7, sachant que le 7 a toujours été un nombre magique. Et je vous laisse savourer cette poésie de Mimi Douanet, qui dit « Rouge comme un fruit de Mexique, orangé comme le sable d'Afrique, jaune comme le girafe chic, vert comme un sorbet de Jamaïque, bleu comme les vagues du Pacifique, indigo comme un papillon des tropiques, violet comme les volcans du Martinique. Qui donc est aussi fantastique? Est-ce un rêve ou est-ce véridique? C'est dans le ciel magnifique, l'arc aux 7 couleurs magiques. » Maintenant, si on place les 7 couleurs de Newton sur un disque et on fait tourner ce disque rapidement, on obtient de la lumière blanche. En fait, la rotation rapide du disque permet l'obtention de la lumière blanche et la lumière blanche finalement n'est qu'un mélange des couleurs de l'arc-en-ciel. Bien sûr, ceci est dû à la persistance rétinienne. En fait, les images se collent les unes sur les autres, ce qui donne une couleur blanche. Et ceci a permis aussi de synthétiser les différentes couleurs en mélangeant essentiellement les 3 couleurs fondamentales, le rouge, le vert et le bleu. Et on voit très bien que l'intersection de ces 3 couleurs au centre donne une lumière blanche. Newton a attribué la couleur à la taille des particules composant la lumière. Il a expliqué la réflexion et la réfraction par un choc de particules sur les objets, comme le rebondissement d'un ballon sur une surface.
Concernant la réfraction, il a dit que ce phénomène est dû au changement de vitesse des particules en passant d'un milieu moins dense à un milieu plus dense. En parallèle, Huygens a essayé d'apporter une deuxième théorie, c'est la théorie vibratoire de la lumière. Il a dit que l'univers est rempli par une substance dont le mouvement vibratoire se transmet bien sûr de proche en proche, comme les vagues à la surface de l'eau. Toutefois, le prestige et la renommée de Newton ont triomphé et Newton a publié son traité d'optique et la théorie qui a triomphé, c'est la théorie corpusculaire de la lumière. Le XVIIIe siècle n'a pas vraiment apporté de nouvelles preuves ou expériences pour contredire la théorie de Newton. Par contre, au début du XIXe siècle, Thomas Young a entrepris des expériences d'optique et surtout sa célèbre expérience de fonte d'ion. Et l'interprétation de cette expérience, connue sous le nom d'interférence par les fontes d'ion, ne se fait qu'à travers l'aspect vibratoire de la lumière. En même temps, Fresnel a aussi expliqué le phénomène de diffraction par l'aspect vibratoire de la lumière ou l'aspect ondulatoire de la lumière. Et ceci sont deux expériences qui ont complètement contredit la théorie de Newton, la théorie corpusculaire de Newton. Toutefois, bien sûr, comme toujours, il y a des acharnements. Un certain nombre de physiciens comme Laplace, Biot, Poisson au début, se sont acharnés et ont continué à affirmer que la lumière se comporte comme une particule. Il a fallu attendre jusqu'à 1849 où Foucault et Fizeau ont entrepris un certain nombre d'expériences pour mesurer la vitesse de la lumière lorsqu'elle se propage dans un milieu. Et ils ont montré que cette vitesse est inversement proportionnelle à l'indice de réfraction du milieu. Or, Newton, vers 1666, a expliqué la réfraction par l'augmentation de la vitesse de la lumière lorsqu'elle pénètre dans un milieu. Donc, l'expérience de Foucault et Fizeau a complètement contredit les résultats de Newton et on peut dire qu'à partir de ces expériences-là et à partir de cette date-là, la théorie corpusculaire a été abandonnée. Le XIXe siècle a vu aussi le développement du magnétisme et de l'électricité. On cite les travaux de Faraday, d'Ampère et de Gauss. Ainsi, Maxwell, en se basant sur les travaux de Faraday, il a conclu que la lumière a un aspect vibratoire, donc sutinant. En plus, c'est un phénomène électromagnétique. Ça veut dire qu'elle est constituée d'un champ électrique et d'un champ magnétique variable en fonction du temps et en fonction de l'espace. Il a énoncé ces 4 équations qui régissent le champ électromagnétique, le champ électrique et le champ magnétique B, et il a démontré aussi l'équation de propagation qui montre aussi que ces ondes électromagnétiques se propagent dans l'espace. Il a aussi prédit l'existence d'autres ondes à part le visible. Il a fallu attendre les travaux de Hertz, qui a essayé de démontrer expérimentalement les équations de Maxwell, et il a mis au point un dispositif qui a permis de créer les ondes hertziennes et de les détecter. Il a ainsi vérifié les équations de Maxwell. Toutefois, Hertz, dans ses travaux, il a découvert un autre phénomène, l'effet photoélectrique. Et ce phénomène, cet effet photoélectrique, malheureusement, ne s'explique pas avec l'aspect vibratoire de la lumière. Et donc,
tout a été en quelque sorte mis à zéro et le concept vibratoire est mis en cause de nouveau. Finalement, il a fallu attendre le XXe siècle avec les travaux de Planck, Einstein, Bohr, De Broglie, qui ont conduit à une réconciliation des deux théories, la théorie ondulatoire et la théorie corpusculaire. On parle désormais de dualité onde-corpuscule. Et en fait, le photon, pour un certain nombre d'expériences, il se comporte comme une particule, et pour un certain nombre d'autres expériences, il se comporte comme une onde électromagnétique. Ainsi, c'est la naissance de deux nouvelles branches de la physique, la mécanique quantique et l'électromagnétisme. Merci pour votre attention. Dans ma prochaine vidéo, je parlerai de la dépendance spatio-temporelle des ondes électromagnétiques et nous insisterons sur la forme du signal, le spectre des ondes électromagnétiques. Nous en parlerons de quelques sources des ondes électromagnétiques. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur cette vidéo et de la partager. Je vous remercie pour votre attention.